Alors, on va continuer avec le livre 93. Donc, on va parler de la configuration électronique. Donc, on a parlé des électrons. Mais les électrons ne s'organisent pas de n'importe quelle façon autour de l'atome. Ils respectent des certaines lois. Ça fait, si tu vas dans ton manuel de liaison à la page 119, tu vas trouver ce diagramme ici. Okay? C'est comme un petit truc, un diagramme de trucs qui nous aide à voir comment on peut remplir nos électrons. Donc, d'abord, on va aller voir c'est quoi la configuration électronique. On identifie les niveaux et les sous-niveaux d'énergie, les orbitales, qu'un électron occupe dans un atome. Okay? Donc, lorsqu'on fait la configuration, on dit où sont les atomes et comment ils sont placés. Que signifie chacun des nombres et des lettres si j'écris 1S2? Le 1 représente le niveau d'énergie. Rappelle-toi, autour de ton proton, tu as 7 niveaux d'énergie. Donc, le 1 là veut dire sur quelle couche d'énergie qu'on est. La lettre représente une orbitale. Donc, dans la couche numéro 1, ici, j'ai l'orbitale S. Et ensuite de ça, le petit 2, l'exposant, dit le nombre d'électrons que j'ai dans cette orbitale ici. Donc, si j'utilise mon truc ici, tous les orbitales S ne peuvent avoir que 2 électrons. Tous les orbitales P peuvent avoir jusqu'à 6 électrons. Les orbitales D peuvent remplir jusqu'à 10 électrons et les orbitales F peuvent aller jusqu'à 14 électrons. OK? Pour chaque niveau. Alors, toujours le niveau, l'orbitale où se trouvent mes électrons et le petit chiffre me dit combien d'électrons que j'ai dans cette orbitale-là. So, voyons voir comment on peut utiliser l'outil qui est ceci pour écrire la configuration, par exemple, du strontium. Si tu vas dans ton plan cartésien et tu regardes le strontium, ouais, j'aurais dû regarder à l'avance. Hein? Je pense que c'est le numéro 38. OK? Ça veut dire que si son numéro atomique est 38, ça veut dire qu'il y a 38 protons. Et si mon atome est neutre, ça veut dire aussi que j'ai 38 électrons. So, comment est-ce qu'on va remplir les électrons dans les couches? On commence ici et on va d'abord aller remplir le premier niveau d'énergie, le niveau 1 dans l'orbitale S. Ça, je vais marquer 1S2. C'est la seule chose que je peux mettre dans mon premier niveau d'énergie. Je peux seulement mettre 2 électrons. Ensuite, regarde la flèche, elle remonte et elle repasse ici. Et là, je vais aller remplir mon niveau 2S. Et dans mon 2S, je peux aussi mettre 2 électrons. Je suis rendue à combien d'électrons de placer? Je suis rendue à 4. Il faut que je me rende à 38. Je continue, je remonte et je redescends. Là, je peux aller remplir le 2P. L'orbital P peut aller chercher jusqu'à 6 électrons. Je le remplis. J'en avais 4, j'en rajoute 6. Je suis maintenant rendue à 10. Rappelle-toi, je dois me rendre à 38. Après le 2P, je remplis le 3S. 3S et je mets 2 électrons là. C'est le maximum que le S peut prendre. Je suis maintenant rendue à 12 électrons. Je vais me rendre à 38. Je continue. Ensuite, je vais aller remplir 3P. 3P, rappelle-toi, le niveau P peut aller mettre 6 électrons. J'en avais 12, j'en rajoute 6, je suis rendue à 18 électrons. Il me reste encore quelques niveaux à faire. Je continue après 3P, c'est le 4S2. J'ai 2 électrons de plus, je suis rendue à 20 électrons. Et j'aurais dû placer ça en bas. Je vais manquer de place. Je le retranscris. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 et je suis rendue à 20 électrons de placer. Je continue et là, je remplis 3D. Dans la D, je peux mettre 10 électrons. Fait que je mets les 10, je le remplis, je suis rendue à 30. Oh, il m'en reste plus beaucoup des électrons. Je continue, 4P. Sur P, je peux mettre 6 électrons. Donc, j'en avais 30. J'en rajoute 6, je suis rendue à 36. Je vais me rendre à 38. Combien qu'il m'en manque? Il me manque 2 électrons à placer. Après le 4P, je vais remplir mon 5S et je vais mettre mes 2 électrons. Je suis rendue à 38. Alors ici,
c'est la configuration électronique du strontium qui a un numéro atomique de 38. Donc, 38 protons et 38 électrons à l'état neutre. Donc, tu as juste besoin de suivre ce petit truc ici. Allons faire le numéro 23. Alors, dans le tableau périodique, le numéro 23, c'est le V. Ouais, j'ai vraiment pas été super pratico-pratique, là. Je sais pas, j'ai un blanc de mémoire. Le V, c'est lequel? Allons faire le V. Donc, si son numéro atomique, c'est 23, ça veut dire qu'il y a 23 protons, donc 23 électrons à l'état neutre. Donc, on va commencer avec mon niveau 2, j'ai 2 électrons. Ensuite, je vais aller remplir 2s2, je suis rendue à 4 électrons. Et ensuite, je vais aller remplir mon 2p. Je peux en rajouter 6, je suis rendue à 10 électrons. Après le 2p, je vais remplir mon 3s2, ça en rajoute 2 de plus, je suis rendue à 12. OK? Moi, je vais me rendre à 23, n'oubliez pas. Fait qu'après le 3s, c'est le 3p. Et là, je peux mettre 6, fait que je suis rendue à 18. Après 3P, je suis rendue à 4S. Je vais mettre les deux que je peux mettre. Je suis rendue à 20. Et après 4S, c'est 3D. Mais là, j'en ai déjà 20. Je vais me rendre à 23. So, la seule chose que je vais mettre ici, c'est 3D3. Et voilà la configuration électronique du V. Je vais en faire un autre, un dernier avec vous. Je vais faire la configuration du numéro 5 qui est le bore. Donc, si mon numéro atomique est 5, ça veut dire que j'ai 5 protons, donc 5 électrons à l'état neutre. Je vais le faire ici. Donc, je vais d'abord remplir un S2. Je suis rendue à 2 électrons. Ensuite, 2 S2. Je suis rendue à 4. Il m'en manque juste un. So, après, j'ai rempli 2S, je vais dans le 2P et j'en mets un. Voilà la configuration électronique du bore. OK, si on compte les exposants, 1, 2, 3, 4, 5 électrons. Maintenant, vous pouvez aller vous amuser en faisant, c'est quoi la tâche? On vous demande de faire la configuration électronique du numéro 11 à 21. Donc, ça, c'est votre devoir ici. Et là, je continue l'enseignement. Par quoi se termine la configuration électronique de tous les éléments de la famille 1? Donc, dans le groupe 1, ici, donc la première colonne, là, à la gauche de mon tableau, là, ils ont toute une terminaison qui finit par S1 parce que j'ai un électron de valence sur ma couche. OK? Sur ma couche de valence. Par quoi se termine la configuration électronique de tous les éléments de la famille 2A? Ils vont tous se terminer par un S2. OK? Parce qu'ils ont 2 électrons de valence, eux, sur leur couche de valence. Et je viens expliquer c'est quoi un électron de valence. C'est les électrons qui se retrouvent sur le dernier niveau d'énergie de l'atome, donc le niveau le plus à l'extérieur de l'atome. Et c'est ces électrons-là de valence qui vont interagir avec les électrons des autres atomes. Où se trouvent les électrons de valence dans les 2 premières familles? Dans les 2 premières familles, mes électrons de valence sont dans l'orbital S. C'est pour ça que c'était c'était S1 puis S2. Donc, nos électrons de valence sont dans l'orbital S. Nomme les familles qui font partie des éléments représentatifs. Pardonnez-moi. Donc, on a les métaux alcalins, 1. Les alcalino-terreux, 2. La famille du bore, on est rendu à 15, 17, 13. 13, ici. La famille du carbone, 14. La famille de l'azote, 15. La famille de l'oxygène, 16. Les halogènes, 17. Et les gaz rares, 18. Où se trouvent les électrons de valence des éléments représentatifs, donc de ces groupes-là? Les électrons de valence des éléments représentatifs peuvent soit être dans S ou dans S et P. OK? Ça dépend.
là, on parle de la vieille classification lorsqu'on parle des éléments représentatifs versus les éléments de transition. Donc, comment se nomment les éléments qui ne sont pas des éléments représentatifs? Ce sont les éléments de transition. Ils se retrouvent dans la lettre B, dans la vieille classification du tableau périodique. Puis, certains de ces éléments-là vont avoir des électrons de valence dans les orbitales D. Là, ça dit, en te servant du doc 5.19 dans liaison, écris le nom de la famille et la notation des électrons de valence de ces éléments-là. OK? Fait que le groupe 1, c'est les métaux alcalins. Eh boy, ça écrit pas gros. Alcalin. Puis, c'est du S1. Le groupe 2, c'est alcalino-terreux. OK? Puis, c'est du S2. Le groupe 13, la famille du bord, c'est du S2P1. C'est là qu'il y a mes 3 électrons de valence. Donc, ça, c'est la famille du bord. Ensuite, on a la famille du carbone. OK? Donc, le groupe 14, lui, c'est S2P2. Il y a 4 électrons de valence. Ensuite, la famille de l'azote. Là, c'est le groupe 15. On a 5 électrons de valence, 2 dans l'orbital S et 3 dans l'orbital P. Groupe 16, donc la famille de l'oxygène, a 6 électrons de valence, 2 sur l'orbital S et 4 sur l'orbital P. Famille 17, les gaz, pas les gaz, j'ai un blanc de mémoire, les halogènes, pardon. Notre groupe 17 a 7 électrons de valence, 2 sur S et 5 sur l'orbital P. Et nos gaz rares, eux, ont 8 électrons de valence, donc 6 sur l'orbital P, 2 dans l'orbital S. Et eux, vu qu'ils ont 8 électrons de valence, leur dernière couche est pleine, ils sont stables, ils sont beaucoup heureux. Et là, c'est une question qui revient. Pourquoi c'est des tendances périodiques? Parce que c'est classé selon leur numéro atomique. Ouh, je parle aujourd'hui. Et à quoi sont reliées ces tendances et ces propriétés-là qui reviennent? C'est relié à où sont les électrons, quel espace ils occupent et comment ils remplissent leur niveau d'énergie. C'est vraiment comment les électrons sont configurés. Par quoi illustrons souvent l'agencement des électrons à l'intérieur d'un atome? On va souvent utiliser ça en dessinant un atome avec son noyau. Et ensuite de ça, on va faire des cercles autour du noyau pour représenter les niveaux d'énergie. Que représentent les cercles et les points? Alors, les cercles représentent les 7 niveaux d'énergie que nous avons et les points, ce sont les électrons qui occupent ces niveaux-là. Et comment appelle-t-on ce diagramme-là? C'est le diagramme de Bohr-Rutherford en l'honneur des 2 scientifiques qui ont contribué à élaborer la théorie atomique actuelle. Alors, j'avance dans les feuilles. Ça fait que là, je vais faire avec vous. Toi, il faut que tu fasses le diagramme de Bohr-Rutherford pour les 12 premiers éléments. Moi, je vais faire le numéro 5 avec toi, qui est le Bohr. Donc, 5 protons, donc 5 électrons à l'état neutre. Alors, je mets mon proton dans le centre, mon noyau, pardon. Sur ma première couche d'énergie, j'ai un électron. Oh, je ne vais pas mettre des E, là. Je vais mettre des petits points. Je m'excuse de ceci. Je peux-tu aller trouver mon efface? Efface. On va effacer ça. OK. Donc, j'ai mon noyau, mon première couche d'énergie, avec un électron, 2 électrons. Mais là, lui, il en a 5. Sauf que j'en rajoute 3. Sauf que je vais aller faire mon niveau 2. Et je vais rajouter 1, 2, 3. Alors, ça, c'est le modèle de Bohr-Rutherford pour le Bohr. OK? Alors, toi, maintenant, va copier les 12 prochains éléments. C'est tout à la page 44 de ton manuel. Donc ça, le modèle de Bohr-Rutherford, c'est une façon qu'on peut représenter comment les atomes se situent autour du noyau. Mais maintenant, ça faisait quand même des gros dessins, puis ça faisait qu'on voyait des électrons qui n'interagissaient pas dans les réactions chimiques, dans la production de composés. Donc, il y a Lewis qui est arrivé, puis lui a trouvé une autre façon de représenter un peu l'atome. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer le noyau par la lettre, par le symbole chimique de l'élément. Et ensuite, on va utiliser des symboles
pour représenter seulement les électrons de valence, donc les électrons sur la dernière couche. L'ordre dans lequel on place les premiers électrons importe peu. Toutefois, il semble paraître plus logique de commencer en haut et continuer dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Là, dépendant où tu vas, quelle vidéo tu écoutes, ils vont toutes te dire différentes façons. Donc, avant, autour d'un atome X, on mettait l'atome 1, l'électron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le même qu'on remplissait avant. Mais maintenant, souvent dans les cours universitaires, la façon qu'ils vont, ils vont mettre les 2 premiers électrons sur le dessus. Donc, on va faire 1, 2. Et là, on va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Donc, cette technique-là, cette notation-là est un peu plus populaire dernièrement. Donc, je vais aller faire avec vous autres l'exemple. Quel exemple que je voulais faire? Faisons l'exemple du carbone. Tiens. Le carbone a 6 électrons de valence. OK? Parce que son numéro atomique, c'est 6. Donc, 6 protons, 6 électrons de valence à l'état neutre. Donc, si je veux représenter la représentation de Lewis, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est comme ça que je représenterais l'atome de carbone avec la notation de Lewis. OK? Donc, comme j'ai dit, ça se peut que tu le voyais dans différentes façons, mais cette nouvelle technique-là, de faire le 1 puis le 2 en premier, c'est parce qu'on sait qu'on va remplir l'orbital S en premier, puis ceci va représenter l'orbital S. Le restant ici, ça va être les 6 électrons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 6 électrons. Ça représente les électrons qui sont dans l'orbital P. OK? Alors, comme je vous ai dit, ça se peut que vous le voyez de différentes façons. Gardez ça en tête. Là, vous pouvez aller faire les exercices suivants. Mais je vais continuer. Oui, je continue. Je vais arrêter, je ne sais pas quel numéro j'ai mis, je vais arrêter bientôt. Quels éléments existent sous la forme d'atomes individuels dans la nature? Donc, les gaz rares du groupe 18 sont les seuls éléments qui existent sous forme d'atomes individuels. Parce que eux, comme j'ai dit, sur leur dernière couche d'électrons, ils ont leurs 8 électrons. Donc, leur couche est pleine, ils sont stables, ils sont bien heureux, ils ne veulent pas interagir avec d'autres atomes. Donc, comme je viens de dire, ils sont très peu réactifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas naturellement former des composés avec d'autres atomes. Et pourquoi? D'où vient cette basse réactivité-là? Ça vient de leurs électrons de valence, parce que leur dernier niveau d'énergie est rempli à capacité. Ils ont le nombre maximal des électrons qu'ils peuvent mettre. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus réagir. Si tu regardes l'hélium, son numéro atomique, c'est 2. Ça veut dire qu'il y a 2 protons, 2 électrons à l'état neutre. Donc, si je fais la configuration de Bohr-Rutherford, j'ai mon noyau dans le centre et j'ai mes 2 électrons. OK? Ça, c'est l'orbitale S. Elle est pleine. Il n'y a plus rien que je peux mettre là. OK? Ça fait que lui, il est content, il est plein. Si je regarde le prochain élément, qui est le néon, le numéro 10, lui, il y a ces 2 électrons sur le niveau 1. Ensuite de ça, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a ces 10 électrons qui sont là. Ils sont tous pleins. Tous ces niveaux sont pleins. Il est bien content, il est bien stable, il ne veut pas réagir. Que signifie donc à ce moment-là le niveau stable? Ça veut dire qu'il est très, très, très peu probable que le dernier niveau d'énergie se soit modifié. Parce qu'il est déjà plein. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Qu'est-ce que c'est un octet stable ou simplement lorsqu'on parle d'un octet? C'est lorsque les atomes comptent 8 électrons dans leur couche externe ou 2 électrons comme le cas de l'hélium. L'hélium est une exception. Les chimistes disent alors qu'il y a un octet stable. Octet veut dire 8. Ça veut dire que leur dernière couche a 8 électrons de valence. Ils sont stables, ils sont heureux, ils ont un octet.
Et voilà, c'est ici, je voulais arrêter. Donc, question numéro 123. Qu'est-ce que la structure de Lewis va nous aider? Ça va nous permettre de bien voir les transferts et les partages d'électrons qu'il va avoir dans la production des composés. On va voir ça bientôt, comment est-ce que les atomes réagissent ensemble. Mais c'est la structure de Lewis qui va pouvoir nous voir le transfert et même le partage des électrons pour voir que la règle de l'octet soit respectée. Donc, tout le monde veut tout le temps avoir 8 électrons sur sa couche de valence. Et ça va nous permettre de déterminer aussi dans quel rapport est-ce que je mets mes atomes dans mon composé. Et là, j'arrête là parce que la prochaine vidéo va porter sur justement les composés et comment ils sont créés. Bon travail!